Je suis en compagnie de Georges Olivier Raymond, président, cofondateur de Pascal, pépite française qui a décidé de lancer son premier ordinateur quantique, qui sera le premier ordinateur quantique français capable, vous nous dites, de résoudre des problèmes de la vie réelle, là, dès maintenant. C'est une sacrée promesse, ça. Alors, c'est le premier ordinateur au monde, même, qui va être capable de faire ça. Ouais. Oui, c'est une sacrée promesse. Mais le monde de l'informatique est fascinant. Parce que quand on parle quantique, on pense au futur lointain, plutôt. Bon, alors, il y a déjà du passé. En fait, ça marche aujourd'hui. Je vais faire un peu d'histoire, en fait. Allez. Vous savez, ce genre d'outil, il est 1 million de fois plus performant que l'ordinateur qui a amené l'homme sur la Lune. Oui. Et c'est venu d'une invention des années 40, le transistor, qui a lancé l'informatique moderne. Et quand je dis qu'aujourd'hui, c'est 1 million de fois plus puissant que l'ordinateur qui a emmené l'homme sur la Lune, ça montre la vitesse à laquelle la technologie s'est développée. Et c'est à l'origine de son succès. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des enjeux de calcul qui restent inaccessibles à ces machines. Même si je mettais 1 million comme ça d'ordinateurs à côté, ils ne seraient toujours pas assez puissants pour résoudre des problèmes, par exemple calculer des molécules, optimiser les risques d'un établissement financier ou gérer l'électricité. Et donc pour ça, il faut passer à la phase quantique. Et pour ça, il faut une deuxième révolution quantique qui va venir, comme la première fois, vraiment bouleverser ce domaine-là et qui va apporter une puissance de calcul vraiment exceptionnelle. Il faut voir ça comme un changement d'échelle. Ce n'est pas une amélioration continue. C'est tout d'un coup, sur une certaine durée, des calculs qui auraient pris des milliards d'années. Donc en gros, c'est pas les faire. Ils vont être ramenés à des durées de l'ordre de quelques jours. C'est ça le potentiel. On peut faire le parallèle avec les supercalculateurs d'aujourd'hui, c'est créer les supercalculateurs de demain? Alors, l'ordinateur quantique, c'est pour faire des supercalculs. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Ça sera pas chez nous. Enfin, en tout cas, c'est pas encore envisagé. Et oui, c'est là pour venir compléter les supercalculateurs. Ils vont pas venir les remplacer. On a toujours besoin d'ordinateurs classiques, mais ils vont venir, entre guillemets, compléter, accélérer certaines parties du calcul. Donc c'est un complément, les parties du calcul qui sont les plus complexes. Alors, qu'est-ce qui fait que votre technologie, elle, peut permettre d'accélérer, donc devenir le numéro 1 mondial, à nous offrir cette capacité de calcul quantique? Vous avez, dans vos études, été un pionnier déjà dans le domaine du quantique. On va rentrer donc un petit peu plus dans le détail technologique. Vous parlez de quantique à atomes neutres. Aujourd'hui, vous êtes leader donc, dans le monde sur cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, je vais tenter de vous expliquer un petit peu là où on en est. Parce que je trouve que c'est assez intéressant. En fait, les premières idées, elles ont 40 ans. Et comme toujours, les idées vont plus vite que la réalisation des idées. Donc, on va dire que 20 ans après, on a eu les premières briques élémentaires de calcul. Mais vraiment les premières briques élémentaires qui permettent de dire, ah oui, les idées qu'on avait imaginées il y a 20 ans, on arrive à les mettre en œuvre à petite échelle. 20 ans plus tard, il y a les grands géants de l'informatique, des grands géants américains, qui ont construit les premiers ordinateurs quantiques. Donc, c'est des ordinateurs, mais la limite qu'ils ont, et pourtant malgré 20 ans de recherche, c'est qu'ils ne sont pas assez puissants, ils n'ont pas assez de composants. Alors le composant clé, ça s'appelle un qubit. Donc c'est la particule qui va porter le côté quantique. Oui. Et plus on a de particules, plus on a de qubits, plus l'ordinateur est puissant. Et sachant que la puissance de calcul double à chaque nouveau qubit. Et quelle est la limite alors? Alors les limites sont technologiques aujourd'hui. Et c'est dur d'avoir toutes ces particules et de contrôler leur état quantique en même temps. Enfin, si vous regardez la vie de tous les jours, il y a beaucoup de particules. Et en fait, vous voyez un monde classique. Ouais. Donc, c'est extrêmement dur de garder ces capacités. Et l'avantage de Pascal, c'est que justement, on a une technologie qui permet de passer ce verrou-là. Comment? Alors, on va utiliser des atomes comme support de l'information. Un atome va faire un qubit. Alors, pourquoi on prend des atomes? Les atomes, alors déjà, ils sont fabriqués par la nature. Mm-hmm. Pas besoin de les fabriquer. Il y en a partout. Alors, il faut prendre les bons. Ouais. Mais voilà, ceux dont on a besoin, on les trouve assez bien. Mais voilà, ils sont faits par la nature, ils sont parfaits. Et en plus, ils ont le bon goût d'être identiques partout sur Terre. Enfin, on utilise du rubidium. Donc, l'atome de rubidium, à Paris, à Tokyo, à New York, c'est le même partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise dans les horloges atomiques. Aujourd'hui, le temps universel est donné par des composants qui utilisent ces atomes comme référence. Que ce sont des très bons étalons.
Donc, on ne les fabrique pas. Deuxième avantage, ils sont quantiques par nature. On n'a pas besoin de les refroidir pour voir leur comportement quantique se manifester. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est qu'on va les contrôler avec des technologies optiques. Et aujourd'hui, l'optique, c'est un outil qui est extraordinairement flexible et qu'on va pouvoir adapter avec de l'ingénierie à tout un cas d'usage. Ce qui fait que, pour le dire vite, une fois qu'on sait contrôler un atome, on va savoir en contrôler des centaines, des milliers, relativement rapidement. Donc ça, c'est ce qui vous a valu le titre de pionnier dans cette technologie, c'est la capacité donc d'isoler les atomes un par un par faisceau lumineux. Oui, c'est une découverte qui date d'il y a 20 ans, qui est arrivée pendant ma thèse. Donc avant, on savait piéger des atomes, des groupes d'atomes, d'accord, mais vraiment les prendre un par un, c'est très difficile. Et surtout, il faut les prendre un par un sans qu'ils interagissent avec leur environnement. Donc on connaissait entre guillemets tous les ingrédients, mais il manquait un petit quelque chose en plus pour en avoir qu'un seul et un seul à la fois. Parce que si on en met deux, c'est plus difficile, on n'a plus notre qubit. Alors, c'est un marché aussi sur lequel finalement on trouve très peu d'acteurs. Vous êtes leader mondial, mais en plus, dans le domaine du quantique à atomes neutres, on trouve très peu d'acteurs. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? C'est une technologie qui est restée un petit peu Parce que votre publication date de 2001, donc on peut imaginer que plusieurs entreprises aient décidé de s'emparer du sujet et d'accélérer depuis 2001. Oui, alors bon, ça nous a pris 20 ans d'en arriver là, et par les meilleures équipes de recherche au monde, des équipes de l'Institut d'optique sur le plateau de Saclay, du CNRS. Donc ça veut dire que les meilleurs talents dans le domaine sont en France ? Oui, on est 100% français. Donc ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, et après, vous avez différentes approches. Alors moi, je fais de la montagne, alors j'aime mieux utiliser des analogies avec la montagne. L'ascension de l'Everest, les premiers essais ont été faits sur la face nord, qui permet aux alpinistes de grimper assez vite en altitude. Donc les gens se sont dit, c'est la voie royale, et puis on monte haut, on a l'impression de progresser. En fait, le goulot d'étranglement, il est juste avant le sommet. Et il est costaud. Et là, ça a pris des dizaines d'années pour le passer. Et en fait, la solution, elle est venue de l'autre côté, où les difficultés sont vraiment au tout début de l'ascension. Mais là, au début de l'ascension, les montagnards ne sont pas fatigués, ils ont de l'oxygène. Donc, ils passent cette difficulté-là, et après, le chemin est, alors je mets des guillemets, il est facile, et on atteint le sommet avec de grandes chances. Mais alors, donc, quand on s'attaque par la phase la plus difficile, a priori, au démarrage, il faut avoir les soutiens financiers pour le faire. Donc, vous êtes évidemment une deep tech, donc ça veut dire qu'on est dans de l'investissement quand même sur le long terme. Vous avez réalisé là une deuxième levée de fonds de 100 millions d'euros avec des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans l'aventure, notamment du côté de Singapour. Oui, on a un investisseur Temasek qui est venu investir dans Pascal. On en est très honorés, parce que c'est un des plus grands investisseurs au monde, notamment spécialisé dans la tech. C'est eux qui ont l'idée le tour, et je pense que c'est un super atout pour Pascal et pour... Et l'atout pour développer cette technologie, mais aussi pour développer à l'international, j'imagine. Alors, ce qu'on va faire avec l'argent de cette levée de fonds, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va recruter. On a vraiment besoin de troupes. Aujourd'hui, on est 100, on va être 200 à la fin de l'année. Ah, vous les doublez, ouais. Donc, et c'est pas fini. Et je lance un appel, vraiment, c'est Okay. pour les... Alors, on recrute tous les métiers. Et voilà, pour les ingénieurs, franchement, on ne peut pas rêver mieux. C'est la technologie poussée à son maximum. Quels ingénieurs vous cherchez, puisque vous lancez un appel ? Alors, des ingénieurs en électronique, en mécanique, en informatique classique. On a besoin d'ordinateurs classiques pour piloter notre ordinateur quantique. C'est ceux-là qu'on a le plus de mal à trouver aujourd'hui. Donc, vous ne cherchez pas forcément des nouveaux talents dans le quantique, spécifiquement ? On en cherche, mais paradoxalement, et ça étonne toujours les gens, on arrive à les trouver. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires en France, en Europe, d'excellents niveaux, qui forment beaucoup d'étudiants très qualifiés, et à la fin, ils ont très peu de débouchés, si vous voulez. Moi, par exemple, quand j'ai fini ma thèse, il n'y avait pas de Pascal, donc j'ai dû rentrer dans une entreprise. Vous êtes combien dans le monde, combien d'entreprises à travailler sur cette technologie ? Sur les atomes neutres ? Oui. Aujourd'hui, on est 5. Oui, vous êtes 5. On est 2 en Europe. Donc, effectivement... Exactement. C'est facile de récupérer les talents parce que vous n'êtes pas nombreux. En revanche, sur tous les autres métiers,
Là, le marché est beaucoup plus tendu, le marché de l'emploi. Oui, parce qu'on est en confrontation directe avec tous les secteurs. Alors, Pascal l'entreprise Pascal est née en mars 2019. Vous êtes 5 cofondateurs et vous avez un point commun, c'est cette jolie fée penchée au-dessus du berceau, qui s'appelle Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. C'est quoi aujourd'hui? C'est un conseiller technologique. Qu'est-ce qu'il représente, Alain Aspect, au sein de l'entreprise Pascal? Il représente énormément. C'est lui qui m'a donné envie d'étudier la mécanique quantique quand j'étais un jeune étudiant en physique. J'avais lu un papier sur son expérience et ça m'avait fasciné. Et je pense, et j'en suis convaincu, qu'il a aussi inspiré d'autres personnes. Et donc, quelque part, si on est là, c'est un peu grâce à ça. Et puis après, on a tous, de près ou de loin, fait nos études, nos thèses, dans un environnement très proche de celui d'Alain. Et en plus, Alain, il y a 20 ans, il n'arrêtait pas de nous dire « Non mais créer des startups, dans le quantique, c'est l'avenir. Ouais. » Et je vous promets, il y a 20 ans, c'était très audacieux. Mais voilà, ça fait son chemin. Et aujourd'hui, il travaille avec vous? Oui. Bon, il n'est pas opérationnel dans l'entreprise, mais il suit de très près ce qu'on fait. Et il a aussi un rôle, de gardien du temple, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites dans le quantique, peut-être trop. Et nous, on s'impose une ligne assez vertueuse. On n'essaie pas de surpromettre, de survendre ce qu'on fait, notamment au niveau scientifique. Donc ça, c'est déjà notre posture. Donc là, vous avez une caution, et Alain nous contrôle. Voilà. Super solide. Vous dites que parler une heure à Alain Aspect vaut des jours avec d'autres personnes. C'est aussi peut-être une explication de l'accélération de votre entreprise. Alors justement, quand même, on va parler de ces promesses. À quoi ça sert tout ça? On est en plus dans une société qui parle beaucoup de sobriété, qui s'interroge sur cette escalade technologique, à quoi ça va servir, est-ce qu'on en a vraiment besoin, qu'en est-il de la consommation énergétique de tout ça? Et vous nous dites, justement, ça peut apporter des réponses. Oui, et ça va en apporter en fait doublement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voie choisie pour augmenter les performances des supercalculateurs, c'est toujours plus de processeurs. Et donc et donc toujours plus de consommation. Et oui, en fait, un supercalculateur, c'est un premier bâtiment qui contient les ordinateurs. Et à côté, il y a un deuxième bâtiment qui est la centrale électrique. C'est ça la réalité. Donc l'ordinateur quantique, il consomme très peu d'énergie. Il est très efficace. Nos machines, on les branche sur une prise du secteur standard. Enfin, vous pourriez le brancher dans votre cuisine, si vous voulez. D'accord. Et la cerise sur le gâteau, c'est même plus que la cerise, c'est que de par ses applications, il va nous aider aussi à consommer moins. Je vais prendre un exemple qu'on traite avec EDF et RTE, qui est la distribution de l'électricité. L'électricité, on peut difficilement la stocker. Aujourd'hui, on a 50 réacteurs nucléaires en France, à peu près. Enfin, je ne veux pas lancer de débat. Et on est 50-60 millions de consommateurs. Et la demande, elle varie instantanément, si vous voulez. Oui. Et donc, il faut trouver un moyen de gérer tout ça. Et ça, donc là, ils installent des capteurs un petit peu partout pour mesurer la consommation et l'évolution de la demande en temps réel. Et voilà. Et après, il faut prendre ces données-là et il faut optimiser ce qu'on appelle l'ensemble de la grille pour être sûr que tout le monde a son électricité en temps et en heure sans faire sauter le réseau. Et pour ça, on a besoin d'un ordinateur quantique? Oui. On a besoin de supercalculateurs et ceux qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants pour traiter ces problèmes à l'échelle. Donc non seulement ça consomme très peu, mais en plus ça peut permettre de consommer mieux les ressources que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente en termes de potentiel économique aussi, le quantique? C'est la révolution numérique du XXIe siècle. Donc regardez ce qu'a fait la première révolution numérique. Enfin, depuis l'invention du transistor. Donc c'est un marché énorme. Il y a des études, notamment celle du BCG. Parce que vous dites que c'est quand même dédié à l'industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur de monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas la même révolution que la révolution numérique qui est entre les mains de tout un chacun. Alors, je pense que ça viendra un jour. Ça viendra. Mais regardez qui s'intéresse aujourd'hui au quantique. Nous, c'est Crédit Agricole, c'est Airbus, c'est BMW, Johnson & Johnson, c'est tous les grands noms. Parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin et ça va vraiment déverrouiller tout un secteur. Les études aujourd'hui, alors je voulais citer celle du BCG, ils estiment qu'à terme, il y aura 800 milliards de valeurs créées par l'ordinateur quantique. Ça impacte tous les domaines. Et alors vous dites une des erreurs que j'ai faites dans ma vie et que font souvent les ingénieurs, c'est de vouloir créer une super machine, mais cela ne sert à rien s'il n'y a pas de client derrière.
Donc c'est vraiment la question, oui. Oui. Aujourd'hui, vous avez les premiers clients qui sont vraiment derrière vous. Oui, on en a plus d'une vingtaine. Oui. Et c'était vraiment clé, si vous voulez, pour lancer Pascal. C'est un peu votre mot d'introduction. Voilà, le quantique, c'est aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est demain. Oui. Mais nous, on a une approche très pragmatique, c'est qu'on a une machine aujourd'hui, elle a des qualités, elle a des défauts, mais ce dont on est convaincu, c'est qu'en l'utilisant correctement, elle va permettre de répondre à des cas d'usage. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a démontré aujourd'hui avec Crédit Agricole. Et vous avez un calendrier, là, parce qu'aujourd'hui, votre machine a des capacités encore limitées, vous nous dites, hein, vous validez le concept finalement. Quelles sont les prochaines échéances ? Alors, on a validé le concept à un niveau jamais fait jusqu'à présent, et par personne d'autre. Ce concept qu'on a validé, c'est que, on a pris le cas d'usage du Crédit Agricole, le vrai, et on a pris les vraies données. Et ça, c'est nouveau. Parce que la plupart du temps, les gens prennent les vraies données, ils regardent leur ordinateur avec leurs ressources et puis ils disent et ils réduisent le set de données pour qu'il soit géré par l'ordinateur quantique. Nous, comme on passe à l'échelle, on n'a pas ce problème-là. Ce qui fait que c'est le vrai problème qui est traité, ça veut dire qu'on peut le comparer. Donc ça, déjà là, en 2023, c'est ça ? C'était fin 2022. Mais... Même, c'est déjà du passé. Magnifique. Et donc, on peut se comparer à ce qu'ils font aujourd'hui. Et là, alors, si on se compare, on est au même niveau que leur solution actuelle au Crédit Agricole. Quand je dis ça, les gens sont un peu déçus. Ils s'attendent que l'ordinateur quantique fasse mieux. Mais en fait, c'est déjà exceptionnel. Oui. C'est la première fois, une technologie entièrement nouvelle, et on se rend compte qu'on est déjà au même niveau. Mais surtout, on sait ce qu'il faut faire pour faire mieux, parce que maintenant, on est capable de le mesurer. Et ce qu'il faut faire pour faire mieux, on est en train de le réaliser. C'est plus de qubits. Et alors, les promesses, là, d'ici fin 2023, en 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous avez ces 100 millions d'euros qui viennent s'ajouter à une première levée, ça vous permet d'accélérer cette croissance. Alors c'est vrai qu'il faut recruter, vous l'avez dit, ça c'est quand même le point 1 pour assurer la croissance. Mais vos investisseurs, dont l'historique d'ailleurs Audacia, qu'est-ce qu'ils attendent de vous là sur les prochains mois, les prochaines années ? Alors ils attendent qu'on aille sur le marché, c'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des clients, ça veut dire qu'on a des applications et des solutions, on a le hardware, on a l'ordinateur et on a le logiciel. Maintenant, ça, il faut en faire plus. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer plus d'ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement de demandes de la part de nos clients qu'on n'est pas capable de leur fournir assez de temps de calcul. Donc là, vous me parlez d'un passage à l'échelle, ce qui est à peu près la plus grosse difficulté de toutes les startups françaises. Oui. Même dire européennes. Je sais. On en a conscience. OK. Et alors, comment vous attaquez ça ? Ouais. Alors, il faut s'entourer et je dirais on a la chance quand même d'avoir des expériences de gens qui l'ont fait dans d'autres domaines c'est qui votre modèle ? Il faut s'en inspirer. Justement, vous avez un modèle de réussite qui vous permet de vous dire oui, je peux y arriver. Pas vraiment. J'ai plus des modèles qui sont ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'inatteignable du moment qu'on y met les moyens et qu'on s'organise pour y arriver. C'est plutôt ça qui m'anime. Bon, alors ça fait une bonne transition avec l'interview express que je vous suggère maintenant. Vous pouvez répondre de manière personnelle ou professionnelle, je vous laisse choisir. L'idée, c'est de répondre assez rapidement. Quels sont vos rêves ? Mes rêves, c'est d'être le premier ordinateur quantique qui propose un avantage à ses clients. C'est-à-dire qu'il fait un calcul plus performant que le classique. Je trouve que ça serait l'achievement fantastique. Et vos peurs, Georges-Olivier ? Les peurs ? Oui. Je n'ai pas beaucoup. J'ai des phobies personnelles, mais je ne vais pas m'étaler. Une interrogation ? Une interrogation ? Non, je n'ai pas beaucoup. Une idée fixe ? Une idée fixe, oui, c'est de faire Pascal un succès. Ça, c'est une vraie idée fixe. Et elle a plus de 20 ans, celle-ci. Le futur, vous l'imaginez comment ? Dans ce futur quantique ? Alors, je l'imagine avec des ordinateurs quantiques qui seront installés dans tous les grands centres de calcul. C'est-à-dire que derrière chaque supercalculateur, il y aura un ordinateur quantique qui viendra accélérer les calculs. Et comment ça modifiera notre vie ? Comment vous l'imaginez, le futur du monde, dans ce cadre-là ? Meilleur ? Oui, parce que je suis optimiste. Oui, d'accord. Si vous voulez, un des gros moteurs qui, pour moi, en créant Pascal, c'est que l'ordinateur qu'on a, il consomme peu d'électricité.
Oui. Donc on peut avoir... il faut réaliser cette promesse-là, si vous voulez. Mais au moins, on a la promesse de dire qu'on n'est pas en train de faire pire que ce qu'on faisait avant, parce que ça consomme moins. Donc ça, moi, ça me donne un petit peu l'étincelle pour me dire que le futur sera meilleur. Donc vous pouvez apporter une solution, en tout cas sur la consommation énergétique. Après, il y aura quand même tout le reste à régler. Ça fait pas tout. Ouais, non, ça, La prochaine révolution dans le quantique, on l'attend pour quand? je pense on devrait l'atteindre en 2024, c'est ce fameux avantage quantique. Aussi près. Oui, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et dans 5 ans, vous l'imaginez où, Pascal, votre entreprise? Dans 5 ans, Ouais. c'est plus d'1 milliard de revenus. Ce que j'espère, c'est on est plus de 1000 employés, et surtout, on est en passe de devenir un leader du numérique, à l'égal des 5 GAFA. C'est vraiment le potentiel que ces technologies ont aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Georges-Olivier Rémond, président, cofondateur de Pascal, leader mondial dans le quantique à atome neutre. Merci beaucoup. On enchaîne avec l'actualité du monde des cryptos.